Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlement Hebdo, en compagnie de Mickaël Zamez. Bonjour Mickaël. Dans l'actualité politique et parlementaire cette semaine, il y a le discours de Toulon de Nicolas Sarkozy, révision du traité européen, convergence avec l'Allemagne, sommet français pour l'emploi en janvier, autant de pistes évoquées pour conjurer la crise. Les socialistes ont trouvé cette semaine leur angle d'attaque contre Nicolas Sarkozy. Ils l'accusent de faire des déplacements aux allures de campagne aux frais de la République. Ils ont donc saisi la commission des comptes de campagne sur la question. Enfin, les socialistes qui ont bien des problèmes avec l'accord passé avec les écologistes. Cette fois, c'est un paragraphe sur le droit de veto de la France à l'ONU qui plonge François Hollande dans l'embarras. Le candidat socialiste déclare qu'il n'appliquera que les mesures les plus essentielles de l'accord. Et notre invité cette semaine est Yannick Jadot. Bonjour Yannick Jadot, Bonjour. Député européen, ancien membre de Greenpeace, ancien responsable de Greenpeace avant de rejoindre Europe Écologie Les Verts. Il y a encore une dizaine de jours, vous étiez le porte-parole de campagne d'Eva Joly. Vous avez démissionné de votre fonction. Visiblement, vous n'étiez pas d'accord avec la ligne politique d'Eva Joly. Aujourd'hui, vous avez rejoint l'équipe de campagne, vous n'êtes plus porte-parole. Alors, est-ce à dire que Eva Joly a une nouvelle bonne ligne de conduite ? Je ne parlerai pas de ligne de conduite, on peut parler de ligne politique. Je crois que pendant une période, effectivement, où on était au cœur des négociations avec le Parti socialiste, et puis après la signature de cet accord, on a eu des différences de point de vue, Eva Joly et moi, sur cet accord, et la façon dont cet accord servait, ou pas, la campagne présidentielle d'Eva Joly. À partir du moment où vous vous retrouvez dans cette situation-là en tant que porte-parole, vous considérez que vous n'êtes pas la meilleure personne à ce poste pour servir la candidate. Donc on s'est expliqué avec Eva Joly, on s'est expliqué en réunion de campagne, et j'ai effectivement décidé de prendre mes responsabilités, de me mettre en retrait de cette fonction de porte-parole. Ces différences de ligne politique, ces différentes d'analyse... Portées sur quoi ? Sur le fait que cet accord pouvait être un formidable levier pour la campagne présidentielle. Moi, je pense que cet accord est un... L'accord PS et les Verts. L'accord PS et les Verts. Je pense que c'est un bon accord. Je pense qu'il a été très mal vendu, au sens de sa communication. On a eu beaucoup de confusion. On a l'impression que c'est simplement un accord électoraliste. Je pense que c'est un accord où nous avons réinventé, je dirais, la relation entre les socialistes et les écologistes. Donc vous lui reprochez en gros de ne pas soutenir plus que ça cet accord. On avait une différence d'analyse politique, et cette différence d'analyse politique, elle peut parfaitement exister au sein de l'équipe de campagne, dans laquelle je vais me retrouver dès lundi, mais en tant que porte-parole, ça ne pouvait plus fonctionner. Vous vous souvenez peut-être que Eva Joly avait été un peu mise en porte-à-faux par rapport à mes déclarations sur France Inter. Il n'était pas question de renouveler cette opération. Donc moi, j'ai considéré que ma responsabilité était de prendre du retrait pour ne pas mettre la candidate donc, porte-parole, en porte-à-faux. non, mais membre du Conseil stratégique, oui. Absolument, ça a toujours été ma ligne. Bien sûr, je veux dire, on peut avoir des débats sur cet accord. Il y a eu des débats au sein d'Europe Écologie Les Verts, au sein des socialistes. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'à un moment où on invente une nouvelle relation entre les socialistes et les écologistes, qui va quand même donner lieu, si la gauche et les écologistes gagnent, à une trentaine de députés. On est en train de changer les institutions. Vous avez bien vu les attaques très frontales du candidat Sarkozy, de l'UMP, du gouvernement, sur cet accord. C'est qu'il y a bien dans cet accord des choses importantes, y compris du point de vue des écologistes. On a ouvert un débat sur l'énergie qui n'a jamais existé dans ce pays. Et moi, j'ai considéré... On va y revenir dans le cours de l'émission, mais Yannick Jadot, je voudrais vous entendre. Oui. Sur l'équipe de campagne, vous en avez parlé, vous étiez le porte-parole, il y a désormais 3 porte-paroles, avec deux anciens candidats à l'élection présidentielle, Dominique Voynet et José Bové. Ça fait pas un peu armée mexicaine ? Non, je crois pas. Je crois qu'on a enfin une équipe de campagne. Beaucoup de diversité ? Il y a beaucoup de diversité. Je crois qu'on a une équipe stratégique qui est réduite. Vous avez parlé du conseil stratégique auquel j'appartiens. C'est 10-12 personnes qui vont entourer la candidate pour la conseiller sur la ligne politique. On a mis pas seulement des têtes d'affiche, mais sur les questions thématiques, les meilleures personnes à ces postes de responsabilité thématique. Et puis, vous avez une équipe de porte-parole qui est expérimentée et qui accompagnera la candidate. Un petit mot, une petite question quand même sur José Bové. Il n'est pas un peu électron libre pour un porte-parole ? Mais ce sont les écologistes qui sont comme ça. Vous savez, si on a réussi Europe Écologie, c'était l'addition de nos différences
et de nos expertises, de nos compétences, de nos parcours. Il faut continuer dans cette voie-là. On ne croit pas à la personnalisation du pouvoir, on ne croit pas à l'homme providentiel. Vous ne parlez pas d'une seule voix Europe ni à la Écologie. femme providentielle. On ne croit pas qu'on résoudra une crise d'une telle ampleur simplement parce qu'à un moment vous avez au sommet quelqu'un qui voit la lumière et qui décide de tout. Donc Eva Joly n'est pas forcément la candidate providentielle, ce que vous nous dites. Non, j'ai dit on ne croit pas à la femme providentielle qui résoudra tous les problèmes. Eva Joly est la bonne candidate pour les écologistes. Simplement, il faut qu'on arrive à exprimer dans la société aujourd'hui, dans le débat politique, la complexité de la crise et l'importance de rassembler des compétences différentes. Alors on va avoir l'occasion largement d'y revenir pendant cette émission, parce qu'on va déjà commencer le lundi avec cet accord qui décidément empoisonne le Parti socialiste. Il y a eu la filière MOX, voici le droit de veto français. C'est un petit paragraphe au sein de l'accord signé par les socialistes et les écologistes qui stipule que la France fera des propositions pour la suppression du droit de veto français à l'ONU. Alors une nouvelle fois, voici François Hollande contraint en ce lundi de remonter au créneau. Jean-Baptiste Daoulas. Face aux accusations d'irresponsabilité venues de la majorité, François Hollande a immédiatement corrigé le tir ce matin. Tant que je serai dans la situation d'exercer la responsabilité de mon pays, si les Français me la confient, il n'y aura pas de remise en cause du droit de veto, pas de remise en cause unilatérale du droit de veto. L'accord signé dans la douleur il y a 2 semaines entre le PS et Europe Écologie prévoit pourtant la création d'un siège européen unique à l'ONU et de militer pour la disparition à terme du droit de veto. Il s'agit pour la gauche de démocratiser l'institution dans les prochaines décennies. Mais le PS réclame d'abord une réforme de l'Union européenne. Il n'est pas question qu'au Conseil de sécurité, on abandonne, nous, aujourd'hui, ce droit de veto, tant qu'il n'y a pas ni politique étrangère, ni politique de défense au niveau européen. Après la polémique sur le nucléaire, les alliés écologistes de François Hollande calment le jeu. Les précisions apportées aujourd'hui par le socialiste ne sont pas contradictoires avec l'accord entre les deux partis. François Hollande dit qu'il n'est pas pour le retrait unilatéral du droit de veto de la France. Mais c'est pas, en effet, il a raison, c'est pas ce qui est écrit dans l'accord. Monsieur Guéant a essayé d'entraîner, essayer de mettre un coin entre nous sur cette question. Tant mieux, ça a permis d'avoir le débat. Mais c'était de la politique politicienne. Pas de nouvelles polémiques pour l'instant, mais François Hollande a prévenu ce matin, il n'appliquera pas l'ensemble de l'accord entre le PS et Europe Écologie Les Verts. Alors Yannick Jadot, vous qui êtes député européen, qui connaissez l'importance de la voix de la France dans le concert des nations, est-ce que c'est vraiment le moment, l'endroit, dans un tel accord, pour parler de la fin d'un droit de veto français à l'ONU? Je crois que c'est le moment surtout de parler de ce qu'on veut pour l'Europe. J'imagine qu'on va discuter aussi de Sarkozy et Merkel et donc de l'avenir de l'Europe et de parler de la réforme des Nations Unies. Je veux dire, est-ce qu'on se satisfait du fonctionnement de la gouvernance internationale à travers le G20 qui fait des grandes déclarations, on s'autocongratule, on fait ça à Cannes, bientôt on fera ça à Hollywood, mais on ne décide de rien, on ne change rien. Ça n'est pas un peu maladroit de mettre pour l'instant la question sur le tapis alors qu'on ne parle même pas pas l'accord, mais vous savez, pour être au Parlement européen, il y a quelques mois, il y a eu un rapport du Parlement européen voté par les députés UMP au Parlement européen qui favorisait effectivement le siège européen et à terme la suppression des droits de veto au Conseil de sécurité. Il faut quand même se savoir que ces droits de veto, c'est ce qui empêche aujourd'hui, par exemple, d'intervenir plus efficacement en Syrie, ou ce qui a pu être le cas au Soudan. Mais en Irak, oui, on a posé notre droit de veto. Mais ça servait à quoi? On a évité. Non, mais la question, encore une fois, n'est pas de faire taire la France dans le concert des nations. Bien au contraire. La question est de se dire, est-ce que nos institutions internationales aujourd'hui fonctionnent bien? Non, elles ne fonctionnent pas bien. Donc il faut les réformer. Donc il faut les réformer. Donc il faut aller vers une politique étrangère, une politique de défense européenne. Et dans ce cadre-là, avoir une expression européenne beaucoup plus forte dans le concert des nations. Et à travers l'expression européenne, évidemment, la voix de la France. Et ce que dit ce texte, cet accord, c'est rien de plus. C'est rien de plus que ce qu'ont voté les députés UMP au Parlement européen. C'est la voie du bon sens. Pour en revenir à l'accord, est-ce que les socialistes l'ont vraiment lu? Ça fait 2 fois que François Hollande, la filière MOX, le droit de veto, que François Hollande est obligé de monter au créneau pour éteindre l'incendie. Je trouve que les socialistes devraient davantage défendre cet accord et regarder ce qu'il y a dedans. Ne pas simplement répondre
aux attaques de Claude Guéant ou d'autres membres de l'UMP ou du gouvernement, mais regarder cet accord et le défendre. Encore une fois, cet accord est porteur d'une dynamique très positive. Nous serons rassemblés pour essayer de gagner les élections de 2012. Nous avons envie de changer la France ensemble. Et vous savez comme moi à quel point la France, au mois de mai-juin 2012, sera dans une situation absolument dramatique. Et donc le fait d'être prêt à gouverner ensemble, d'avoir une majorité parlementaire ensemble, est extrêmement important. Donc cet accord n'empêche ni François Hollande de défendre le projet socialiste, ni Eva Joly de défendre le projet écologiste, mais il nous inscrit dans une dynamique nouvelle, extrêmement positive, et on doit défendre cet accord, pas parce que c'est une plateforme écologiste, ça n'en est pas une, mais parce qu'il nous inscrit dans une dynamique très constructive. Alors vous avez parlé d'Eva Joly, on va l'écouter évidemment. Eva Joly, cette semaine, de nouveau revendiqué l'indépendance du parti écologiste face aux socialistes et à ceux qui pensaient qu'elle pourrait se retirer. Voici sa réponse, écoutez. Écoutez, moi je pense que dans une campagne, ce qui compte, c'est de persévérer et c'est d'être assez indifférent aux aléas. Et moi, je n'ai pas l'impression de relancer ma campagne, je n'ai pas eu l'impression de l'arrêter. Je dirais que je trace ma route et que je trace cette route avec tous les écologistes derrière moi. Et je continuerai de porter haut et fort les valeurs pour lesquelles j'ai été élue, les valeurs écologistes. Alors Yannick Jadot, vous qui la connaissez vraiment très bien, est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, elle s'est dit « je vais me retirer de la partie » ? Non. Jamais. Ah non, jamais. Alors ça, il peut y avoir des doutes exprimés par les uns ou par les autres. Chez elle, il n'y en a pas. Je veux dire, elle a cette détermination, je l'accompagne. Pourtant, il y a eu du flottement dans la campagne. Depuis le premier jour de cette aventure présidentielle. Et je peux vous dire qu'elle ne doute pas une seconde de, à la fois sa capacité à mener le combat pour les écologistes et sa détermination à faire peser même si la les parole sondages ne sont pas très bons. Les sondages aujourd'hui sont à 5, 6, 4, 5. 4 selon le dernier sondage. Ça dépend les sondages, ça dépend les instituts. Vous savez, c'est assez étonnant, ce système. Vous avez eu, je crois, 92 sondages sur Eva Joly. Vous en avez 12 qui la mettent en dessous de 5%, dont 11 provenant du même institut de sondage. Donc alors, ce que je veux dire, mais voilà, et puis, mais on est au début de la campagne. Donc je veux dire, ce dialogue, il s'est engagé avec les Français. Eva Joly le porte. Ce sera l'ensemble du mouvement écologiste qui soutiendra Eva Joly et qui portera dans la société ces débats qu'on n'a jamais eus. On a, vous savez, ce débat sur le nucléaire. On ne l'a jamais eu en France. Aujourd'hui, on a la caricature la plus absolue venant du président de la République, venant de son ministre Besson ou venant de l'UMP. On va pouvoir enfin parler, parce que c'est le souci du président de la République, et c'est le souci des Français, de politique industrielle. Mais je trouve ça absolument formidable. Encore une petite question, si vous voulez bien, sur Eva Joly. On l'a vu à son point presse, très encadré par Noël Mamère et François de Rugy. On lui soufflait parfois quelques réponses. Est-ce qu'elle est aujourd'hui sous surveillance ? Mais non, elle n'est pas sous surveillance. Elle faisait un point presse à l'Assemblée. Elle a des propos beaucoup plus modérés. À l'Assemblée nationale pour soutenir 2 projets de loi qui seront portés par les sénateurs et par les écologistes à l'Assemblée ou au Sénat. Il est normal qu'elle soit entourée des députés ou des sénateurs quand elle se rend dans ces institutions. Aussi, on va en parler dans un instant. Donc il n'y a pas de souci. Vous voyez bien qu'elle est déterminée et qu'elle ira jusqu'au bout. Et puis, on sera derrière elle, évidemment. Et alors, cet accord, toujours, entre Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste, provoque des remous jusqu'au Sénat. Les relations se tendent entre les deux partis. Les sénateurs PS n'apprécient que très modérément le rapport de force imposé par leurs alliés. Les explications de Fabrice Cunet. Le Sénat n'échappe pas à la règle. Ici aussi, les rapports entre le groupe socialiste et les élus verts sont parfois tendus. Alors les récentes attaques contre François Hollande et l'accord entre les deux partis ne passent plus. Ça devient parfois un peu agaçant, même insupportable. Je dois dire que ce comportement de donneur de leçons, vous faites comme nous disons et c'est bien, vous faites autrement, c'est mal, ça commence vraiment à nous fatiguer. Celui qui cristallise les critiques, c'est évidemment Jean-Vincent Placé. Lundi encore, le sénateur de l'Essonne demandait à François Hollande de rectifier le tir. Une nouvelle injonction, pas du tout du goût des sénateurs socialistes. Je crois que ça fait partie du personnage de toujours un peu faire monter le ton pour essayer d'obtenir le maximum. Je ne pense pas que ce soit le moment et la bonne méthode dans le contexte économique, social où nous sommes aujourd'hui.
Message entendu et mis au point ce matin. François Rebsamen, président du groupe socialiste au Sénat, s'est entretenu avec le porte-parole des Verts. Ça y est, donc les choses sont au clair, mais il ne faut pas se laisser aller à de tels propos. Je lui ai dit, il en est convenu, donc on n'en parle plus, la page est tournée et on se concentre sur nos propositions et notre opposition à la politique de Nicolas Sarkozy. Malgré cette confiance affichée, beaucoup de sénateurs socialistes se montraient sceptiques, qualifiant Jean-Vincent Placé d'ingérable. Alors, vous qui connaissez aussi très bien Jean-Vincent Placé, c'est un homme ingérable. Est-ce qu'il fait du bien aux Verts ? Mais bien sûr qu'il fait du bien aux écologistes, sinon il ne serait pas président, il ne serait pas sénateur et président du groupe Europe Écologie Les Verts au Sénat. Je crois qu'il faut maintenant, encore une fois, on a un accord qui est intéressant, positif, qui dit aux Français, les écologistes et les socialistes seront prêts à avoir une majorité parlementaire, à battre Nicolas Sarkozy. Maintenant, il faut arriver à faire vivre nos différences de manière plus sereine et surtout de manière plus constructive. Ce qu'attendent les Français, c'est des réponses à leurs difficultés. C'est pas qu'on se chicane entre nous, ils attendent des réponses et ils attendent qu'on sorte la France du sarkozysme. Vous admettez qu'il y a eu un mauvais démarrage quand même. Mais je trouve qu'on a, je l'ai dit tout à l'heure, on a très mal vendu cet accord. Des deux côtés, des deux côtés. D'un seul coup, on a l'impression que, et du côté des écologistes et du côté des socialistes, on avait une sorte de patate chaude qu'on ne voulait pas assumer. Alors qu'encore une fois, je veux dire, ça a été des mois de travail qui nous permettent d'avancer. Alors, quand on invente une relation, eh ben, il y a des couacs. Mais faisons attention à ce que ce bon résultat ne soit pas mis aux oubliettes. Il est positif, constructif. Il permet de faire vivre la campagne de François Hollande, qui est une campagne socialiste. François Hollande n'est pas écologiste, il est socialiste. Eva Joly n'est pas socialiste, elle est écologiste. Faisons vivre ces campagnes, faisons vivre nos différences, mais surtout en proposant des solutions aux Français sur l'industrie, sur l'Europe, sur le chômage, sur le pouvoir d'achat. C'est ça qu'attendent les Français et ils attendent que nous gouvernions ensemble en 2012 pour changer la France. Donc vous ne croyez pas vraiment à la communication de départ, parce que vous avez quand même claqué la porte, hein, on le rappelle du porte-parole là, mais vous croyez en l'accord, on a bien compris. Alors on passe à l'actualité du mardi, on va changer un petit peu de sujet. L'actualité se passe du côté de l'UMP qui tient une nouvelle convention. Et le thème de cette convention qui doit alimenter le projet présidentiel, le vivre ensemble. Mais il a surtout été question d'immigration et de délinquance des mineurs. L'occasion pour Jean-François Copé d'annoncer une proposition choc, sanctionner les mineurs délinquants dès l'âge de 12 ans. Un projet qui prévoit de changer le code pénal des mineurs. Visiblement, cela ne plaît pas à toutes les sensibilités de l'UMP. Reportage Marion Lefebvre. Un parti rassemblé, c'est l'image que veut donner l'UMP. Et des conventions nationales et des cadres du parti de tous les courants à la tribune. Et un discours ferme sur les thématiques chères à la droite, comme cette intervention mardi soir de Claude Guéant. L'immigration, nous souhaitons qu'elle soit maîtrisée. Nous souhaitons qu'elle soit maîtrisée pour que nos valeurs soient respectées, pour que nos lois soient respectées, pour que notre mode de vie soit respecté. Mais quelques minutes après ces mots, la belle unité affichée se fissure par la voix de Jean-Pierre Raffarin. Bien sûr qu'il faut maîtriser l'immigration. Mais celui immigré qui respecte la règle, il a le droit aussi à notre considération. Ne faisons pas des immigrés des adversaires globaux et collectifs. L'immigré qui respecte la règle, c'est un ami de la République, c'est un ami de la France. L'immigration fait débat au sein même du parti, mais pas seulement. L'UMP propose un code pénal spécifique pour les mineurs et des sanctions dès 12 ans. Nadine Morano, Christian Estrosi n'en veulent pas. Jean-François Copé a tenté de minimiser ce qu'il appelle des débats au sein du parti. Pas question de reconnaître la moindre opposition interne aux propositions sécuritaires. Mais l'unité officielle de l'UMP n'a pas résisté au débat sur l'immigration et la sécurité. Alors Yannick Jadot, on le voit bien, il y a des dissensions au sein même de l'UMP concernant la délinquance des mineurs. Vous, est-ce que vous seriez pour ce code pénal pour les mineurs? J'ai mon plus grand fils a 12 ans. Et donc imaginez, dans la cible. Il tomberait dans la cible. Je trouve ça absolument effroyable. Franchement, je trouve ça absolument effroyable qu'on puisse envisager de sanctionner des enfants de 12 ans. À ce moment-là, j'ai un deuxième fils qui en a 9. Pourquoi pas 9 ans? Pourquoi pas 8 ans? Je trouve que vous mentionnez les divergences au sein de l'UMP. Quand je vois mes collègues
parlementaires européens du PPE, du groupe qui réunit l'UMP aussi. Ils sont un peu inquiets. Ils sont un peu inquiets de cette prise en otage de l'UMP par la droite populaire, qui n'a de populaire que le nom, qui est une droite populiste, qui a pour perspective l'alliance en 2014 et 2017 avec le Front National. Ah, vous voyez l'alliance avec le Front National? Ah, moi, je crois très clairement qu'il y a un projet politique qui est, en 2014, d'avoir quelques élections locales où il y aura des alliances avec le Front National, si Marine Le Pen, si évidemment Sarkozy perd, ce qui permettra à la recomposition de la droite, pour un projet politique en 2017. Je crois que malheureusement, Jean-François Copé s'inscrit dans cette ligne et beaucoup de parlementaires de la droite, beaucoup de gens qu'on rencontre sont un peu effondrés par cette prise de position. Qui ne ferait pas d'alliance. Non, mais ils ne feront jamais d'alliance. Et s'il y a des alliances en 2014 localement, elles seront dénoncées. Mais ce sera quand même à titre d'exemple pour voir si ça marche. Il faudra que Marine Le Pen rentre dans une droite un petit peu plus modérée. Mais il y a là, je crois, un danger très fort pour la droite républicaine de voir de plus en plus un discours qui est anti-jeune, qui est anti-immigré, qui est islamophobe. Et on va avoir dans cette campagne quand même un projet qui, malheureusement, tel qu'il se présente aujourd'hui, notamment par la voix de Claude Guéant, par les discours de Buisson, par malheureusement certains propos du président de la République, une droite qui considère que la différence dans notre société est un danger. Alors vous avez sans doute vu cette une de Libération cette semaine qui a fait beaucoup réagir, y compris Claude Guéant. Claude Guéant, la voix de Le Pen, ça vous semble un peu exagéré ou pas ? Non, c'est pas la voix de Le Pen, malheureusement, c'est la voix d'une certaine droite aujourd'hui très présente à l'UMP, qui encore une fois, je crois, a fait main basse sur l'UMP, en tout cas en termes de communication politique. Et Claude Guéant s'inscrit dans cette logique où, pour gagner en 2012, il faut diviser les Français. Il faut taper sur tous les plus fragiles, donc les populations immigrées, sur l'islam, sur les jeunes, sur les pauvres. On voit bien que ceux qui sont responsables, bientôt on va nous expliquer que ceux qui sont responsables de la crise, ce sont ceux qui fraudent la Sécu. On est sur un discours qui, encore une fois, tape sur les plus faibles pour ne pas assumer la responsabilité de ce gouvernement, de cette présidence depuis presque 5 ans. Ramener les voix dans son camp au premier tour, c'est pas ce qu'on a vu en 2007 déjà? Mais c'est une stratégie. Rassembler son camp? Mais si vous considérez que rassembler le camp de l'UMP, c'est rassembler les voix du Front National, c'est une stratégie, mais que moi je conteste au nom, y compris des valeurs d'une certaine droite républicaine qui, encore une fois, aujourd'hui ne s'y retrouve plus. Et c'est très dangereux parce qu'on a besoin aujourd'hui plutôt de réconcilier les Français, de leur proposer des solutions plutôt que d'échapper à la responsabilité de la crise en tapant encore une fois sur les plus faibles. Mardi, toujours, le Parti socialiste s'attaque à Nicolas Sarkozy. En cause, les déplacements du président de la Creuse au Tricastin. Pas un voyage sans s'en prendre directement à la gauche et à son candidat, François Hollande. Le PS a décidé de saisir la commission des comptes de campagne et de se pencher sur cette question: qui doit payer les déplacements? Retour sur cette polémique avec Johan Rollin. La semaine dernière, c'est ce déplacement qui a mis le feu aux poudres. En pleine bisbille entre socialistes et écologistes sur l'avenir du nucléaire, la visite de Nicolas Sarkozy sur le site du Tricastin dans la Drôme, ponctuée de formules assassines pour l'opposition. Sortir du nucléaire, c'est donc remettre en cause l'industrie. Ce sont des pans entiers de notre industrie qui s'écrouleraient. En tant que chef de l'État, je ne peux pas l'accepter. Nicolas Sarkozy en campagne, l'affaire n'est pas une surprise. Mais pour les socialistes, jamais dans l'histoire de la Ve République, un président n'avait à ce point dérogé à son devoir de réserve. À quelques heures du retour du président à Toulon, auquel 5000 personnes devraient assister, la contre-offensive des proches de François Hollande est lancée. Quand on organise un meeting qui est un meeting pour l'essentiel constitué de militants UMP et avec une parole qui est une parole critique de son futur adversaire, nous sommes dans un meeting de campagne électorale. Nicolas Sarkozy est aujourd'hui un président candidat. Est-il encore président? Il est surtout un candidat qui se sert de la présidence. Car en théorie, les règles qui s'appliquent sont on ne peut plus claires. Depuis 1995, chaque dépense de campagne doit être comptabilisée pour l'ensemble des candidats et le budget de chacun est plafonné à 22 millions d'euros.
En faisant campagne sans être déclaré, Nicolas Sarkozy prendrait, selon ses opposants, un avantage déloyal. Pour les députés de la majorité, pas vraiment de quoi s'émouvoir. Ah donc il faut qu'il reste cloîtré à l'Élysée, il n'a plus le droit de sortir. C'est vrai qu'on peut ne pas se déplacer, ils font tellement de bêtises qu'on pourrait. Mais enfin, je pense qu'un président de la République a le droit d'aller faire des réunions. Le président de la République continue ce qu'il a fait depuis 2007. Il se déplace, il va en province et il exprime ses analyses sur la situation d'une région, d'un métier. Il est parfaitement dans son rôle. Mais je le répète, il le fait depuis 4 ans. Les socialistes Daniel Vaillant et Pascal Terrasse ont officiellement demandé à la Commission nationale des comptes de campagne de se prononcer sur la facturation des déplacements du président. Une question qui pourrait également être portée devant le Conseil constitutionnel. Alors Yannick Jadot, fausse polémique ou vrai problème finalement ces déplacements? Je crois que c'est un vrai problème. Ça n'engage pas plus que ça la campagne présidentielle, mais c'est un vrai problème, surtout qu'il y a déjà quand même de lourdes suspicions sur 2 campagnes auxquelles a participé Nicolas Sarkozy, celle de 1995, sur les financements Karachi. Enfin, en lien avec les rétrocommissions sur les ventes d'armes, sur 2007 avec une série d'enveloppes. Quand on est dans de telles suspicions sur des campagnes électorales, je crois qu'en 2012, on doit s'assurer de la sincérité et de l'équité en matière politique, à la fois sur le financement public des campagnes comme sur les temps de parole. Et là, clairement, on a un Nicolas Sarkozy qui tente de refaire le coup de 2007. Il n'est pas comptable du bilan. Il est simplement un candidat en campagne qui va nous expliquer que tout ce qui est arrivé dans les mois, les années dans lesquelles il est gouverné, président de la République, ou en 2007, il était au gouvernement, ne relève pas de sa responsabilité, qu'il est simplement là pour mener une campagne. Et je trouve assez étonnante la remarque d'un des députés de l'UMP, alors je ne sais plus si c'est Debré ou Lucas, qui dit finalement il fait ça depuis 4 ans. Donc en fait, on a un président de la République qui a été élu pour faire campagne pendant 5 ans jusqu'à la prochaine élection. Je trouve que c'est une intervention étonnante. En fait, tant qu'il n'est pas déclaré, qu'il n'a pas déclaré sa candidature, il n'est pas sur front de campagne. Donc est-ce qu'il faut qu'il se déclare vite maintenant ? Non, je crois que, quelle que soit sa déclaration, il va évidemment tenter d'utiliser jusqu'au bout son statut de président de la République pour faire campagne. Je crois qu'après, il faut qu'il y ait notamment les commissions, les institutions qui s'occupent de l'équité en matière de campagne électorale. C'est à elles, c'est à ces institutions de poser un acte qui est de dire le président de la République, quand il va au Conseil européen, est évidemment le président de la République. Quand il fait des meetings comme ceux du Tricastin ou de Toulon, est là comme candidat, donc ça rentre dans les frais de campagne. Allez, on va passer au mercredi, quand les Verts se fâchent aussi avec les communistes. Il y a à l'Assemblée un groupe GDR, 26 députés, communistes, partis de gauche et Verts rassemblés pour bénéficier des avantages d'un groupe. Mais en ce mercredi, les 4 députés Verts décident de claquer la porte. Motif, les députés du Front de gauche ne veulent pas leur laisser la présidence, mécontent d'une candidature PS Verts en Seine-Saint-Denis. Sombre brouille racontée par Jérémy Hartmann. Depuis juin 2007, ils faisaient cause commune sur les bancs de l'Assemblée. Communistes et écologistes côte à côte pour former un groupe parlementaire, la gauche démocrate et républicaine. Une alliance qui a pris fin hier. Le Parti communiste reproche aux écologistes l'accord électoral qu'ils ont conclu avec le PS, au détriment du Front de gauche, notamment dans une circonscription de Seine-Saint-Denis. C'est à la fois totalement déloyal et une véritable agression, puisque nous considérons que la chose qui doit guider l'ensemble des élus de gauche, quelle que soit leur sensibilité, c'est de gagner des circonscriptions sur leur droite et pas d'essayer de réduire un groupe parlementaire, en l'occurrence le Front de gauche. La fin d'un mariage de raison. Communistes et écologistes s'étaient partagé la présidence du groupe. Le PC pendant la première moitié de la mandature, les Verts pendant la seconde, en la personne d'Yves Cochet. Seulement voilà, le député parisien quitte son mandat à l'Assemblée nationale pour rejoindre le Parlement européen. Mais les communistes refusent que lui succède un autre écologiste, François de Rugy.
Tout ça a été cassé net par une volonté hégémonique du Parti communiste et du Parti de gauche de vouloir reprendre la présidence du groupe, qui était pourtant le symbole de ce pluralisme. Avec seulement 4 députés à l'Assemblée, les écologistes siégeront désormais comme non inscrits. Quand vous êtes non inscrit, vous n'avez plus droit à les questions au gouvernement, sinon une par session. Vous n'avez plus de droit à déposer des motions de procédure, nous en avons fait beaucoup. Vous n'avez droit qu'à quelque chose qui est inaliénable à l'Assemblée, c'est la seule chose qui nous reste, à déposer des amendements et à les défendre. Mais cette situation sera de courte durée. La session parlementaire s'arrête fin février. Pour les législatives de juin prochain, Europe Écologie Les Verts a l'assurance d'obtenir un groupe d'au moins 15 députés à l'Assemblée, grâce à l'accord électoral conclu avec le PS. Alors, les Verts n'appartiennent plus à un groupe, mais comme l'a dit Jérémy Hartmann dans le sujet, c'est pas un gros sacrifice parce que la session se termine fin février et qu'ils sont assurés d'avoir un groupe, grâce à l'accord Vert-PS, dans la session suivante, dans la nouvelle Assemblée. C'est un très bon accord pour les Verts, au point de vue de siège. Oui, c'est un bon accord. Je crois qu'il faut assumer aussi cet accord électoral. Il n'est pas normal que dans notre système démocratique, élection après élection, malgré des scores souvent au-dessus de 10%, on n'ait pas de grands élus à l'Assemblée nationale. Et donc, il faut absolument aujourd'hui intégrer cette dose de proportionnel. Ça passe, comme aujourd'hui on n'est pas encore dans un système avec une dose de proportionnel, ça passe par des accords politiques avec les socialistes pour cette fois. Et voilà, on y arrive. Je veux dire, on doit peser dans la vie politique. Ce sera un élément important. Vous ne les avez pas un petit peu piégés, les socialistes, quand même? Et pourquoi? Quand on voit les problèmes qu'ils ont aujourd'hui dans leur circonscription, quand on voit ce que ça peut faire à l'Assemblée ou au Sénat. Monsieur Assensi est élu depuis 1981 dans sa circonscription. Nous avons un accord qui place un autre candidat, un accord entre les socialistes et les écologistes, Stéphane Gatignon, qui est un jeune maire. C'est un homme politique qui est en devenir. Il est normal qu'il prenne toute sa place. Je crois que M. Assensi, à un moment, doit aussi reconnaître que la vie politique doit évoluer, que le personnel politique doit changer. Oui, enfin, ce qu'on voulait vous dire quand même, c'est donc les Verts ont obtenu beaucoup. En échange, ils ne sont pas très reconnaissants, évidemment, parce que l'accord, Eva Joly prend des distances avec l'accord, alors que... Mais comme François Hollande prend des distances, je veux dire, on pèse dans les dernières élections. Les Verts sont très gagnants dans cet accord. Dans les dernières élections, on a pesé plus de 10%. OK ? On va aujourd'hui, si la gauche gagne, avoir peut-être 30 députés. 30 députés sur 577. On n'est pas encore à 10%. Donc on est en train de changer. On veut peser dans la vie politique. Ça me paraît totalement légitime. Oui, c'est un bon accord, mais c'est un accord aussi qui permettra à des socialistes d'être élus et qui permettra, j'espère, à une nouvelle majorité parlementaire de vivre en 2012 et de changer la France. Donc c'est un bon accord pour les écologistes, c'est un bon accord pour les socialistes, donc il n'y a pas de raison de revenir dessus. C'est pas ce qu'ils ont l'air de trouver pour l'instant, mais ils y viendront peut-être. Mais à partir du moment où forcément sur une circonscription, le candidat potentiel socialiste va être remplacé par un candidat écologiste, il est normal qu'il ne soit pas content. Je veux dire, on ne va pas se raconter d'histoire. Mais la question, c'est quand même un scrutin national. Notre objectif est de changer la France. Et donc, à un moment, on doit dépasser ces mécontentements locaux. Et moi, je trouve que monsieur, par exemple, Delanoë, devrait avoir davantage confiance dans sa dauphine, Madame Hidalgo. Je trouve qu'en permanence taper sur Cécile Duflot montre qu'il n'a pas totalement confiance dans sa dauphine. Je trouve ça dommage. Allez, on va parler toujours de l'élection présidentielle. Mercredi toujours, François Bayrou dévoile ses pistes pour redresser la France. Une conférence de presse avant son annonce officielle de candidature la semaine prochaine. Vous allez l'entendre dans ce sujet de Flora Sauvage. Le leader du MoDem ne refuse pas la main tendue de François Hollande, lancée un petit peu plus tôt dans la semaine. C'était la foule des grands jours au siège du MoDem ce matin. Le président du mouvement démocrate a réuni la presse pour présenter ses conditions pour sortir la France de la crise. L'occasion pour François Bayrou de rappeler que seul un gouvernement d'union nationale pourra d'après lui redresser la situation de la France. Les courants principaux de droite républicaine, de centre et de gauche réformiste, ces courants principaux, ils ont à faire ensemble. Alors, je ne donne pas de nom parce que ça serait provocateur, mais vous voyez bien que est en train de naître dans le pays l'idée qu'il va bien falloir faire quelque chose qu'on n'a jamais fait jusqu'à maintenant. Une idée qui chemine aussi chez le candidat socialiste à la présidentielle,
François Hollande s'est dit prêt lundi à accueillir François Bayrou à ses côtés s'il gagne l'élection. Il y a un vrai besoin, on le voit dans différents pays européens, de gouvernements de large union, sans appeler ça union nationale, en tout cas de majorité nouvelle, qui prennent acte qu'il faut des majorités extrêmement fortes pour faire les réformes structurelles nécessaires à l'avenir même de la vie quotidienne de nos concitoyens. D'après un sondage BVA, 47% des Français ne veulent ni de François Hollande ni de Nicolas Sarkozy comme président. François Bayrou, qui officialisera sa 3e candidature à la présidentielle la semaine prochaine, l'a déjà dit. Il ne fera pas d'alliance avant le premier tour de l'élection. Alors François Hollande qui pratique la main tendue envers François Bayrou, est-ce que c'est bon pour vous cette idée du gouvernement d'union nationale? Vous y serez par exemple avec François Bayrou? Écoutez, on n'est pas là. Mais l'idée est en train de germer un petit peu par ce qui serait intéressant de voir, c'est ce que François Bayrou propose pour la France. Aujourd'hui, moi j'en sais rien. Oui, là, il a fait des propositions économiques, il a fait des propositions pour l'Europe. Je veux dire, il tape surtout pour l'instant sur François Hollande, qui lui répond par la main tendue. Tant mieux, je veux dire, ils ont leur jeu à eux, on les laisse dans leur histoire. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra plus que 50,01% des Français pour changer la France. Est-ce que ça sera avec le MoDem ou pas? J'en sais rien aujourd'hui. Encore une fois, il faut attendre de voir ce que propose François Bayrou, comment il s'inscrit d'ailleurs dans l'accord. Quelle est sa vision de l'accord que nous avons passé avec les socialistes sur l'industrie, sur la transformation écologique, sur l'énergie, sur l'Europe. Moi, j'attends de voir ce qu'il propose. Après, on verra si, au soir du premier tour, on a besoin aussi de François Bayrou pour gagner. Parce qu'il y a un moment, il ne faut pas se raconter d'histoire. Si on se retrouve dans une situation où, pour battre Nicolas Sarkozy, il faut François Bayrou, je pense que personne n'hésitera à aller chercher François Bayrou pour battre Nicolas Sarkozy. Mais vous le dites, si c'est l'inverse, on n'aura pas besoin de François Bayrou, alors que justement vous disiez qu'on n'est pas tout seul dans cette coalition. De la même façon. Les écologistes qui seuls vont décider de la coalition, c'est pas non plus les socialistes qui décideront seuls. On verra comment va se dérouler cette campagne présidentielle, on verra quelles seront les propositions des différents candidats, comment ils sont prêts à s'inscrire dans un contrat parlementaire et dans un contrat de gouvernement, et on verra sur cette base-là qui formera la coalition au soir, ou proposera une coalition au soir du premier tour. Allez, on va passer au jeudi maintenant avec le discours de Toulon, version 2. En 2008, à Toulon, déjà, Nicolas Sarkozy avait fustigé les excès du capitalisme mondial au lendemain de la chute de Lehman Brothers. En ce jeudi, retour à Toulon pour faire le point sur les pistes anti-crise. La solution pour Nicolas Sarkozy passera d'abord et avant tout par la convergence franco-allemande. Elisa Bartholomé. Pour remettre la France sur les rails, plusieurs propositions et une seule valeur, le travail. D'ailleurs, un sommet pour l'emploi sera organisé dès le mois de janvier. Nous ne gagnerons pas la bataille de l'emploi sans les chefs d'entreprise et sans les partenaires sociaux. C'est pourquoi, en janvier prochain, j'inviterai tous les partenaires sociaux à participer à un sommet sur l'emploi pour que chacun puisse apporter des solutions, faire des propositions. Mais favoriser l'emploi n'est pas tout. Deuxième proposition, la mise en place d'une règle d'or européenne. Le président de la République a de nouveau insisté sur cet outil budgétaire, appelant à sa rapide mise en place. Remettre l'Europe au centre des préoccupations, telle est la troisième proposition. En lien avec Angela Merkel, Nicolas Sarkozy a suggéré la création d'un nouveau traité pour une Union européenne renforcée. C'est pourquoi la France milite avec l'Allemagne pour un nouveau traité européen refondant et repensant l'organisation de l'Europe. La chancelière allemande est attendue lundi à Paris. Nicolas Sarkozy et Angela Merkel feront ensemble des propositions pour garantir l'avenir de l'Europe. Après les mots, les actes. Yannick Jadot, le député européen que vous êtes, a sûrement suivi attentivement ce discours. Vous en avez pensé quoi? Est-ce que cette convergence franco-allemande qui se dessine vous semble une bonne piste? Alors déjà, j'étais très surpris qu'il fasse un discours à Toulon. Parce que quand on est comptable des promesses ou des engagements qu'on a pris, c'est bizarre de retourner à un endroit, sachant qu'on n'a pas tenu ses engagements. Enfin, j'ai les paradis fiscaux. Ses engagements, non mais attendez, il avait annoncé la fin des paradis fiscaux, ils sont toujours là. Il avait annoncé la moralisation de la finance, elle est toujours là et elle fonctionne toujours de la même façon. Et alors, il avait annoncé. La version 2. Non mais c'est quand même intéressant
encore une fois, en tant que tactique politique... D'effacer ça pour justement aller plus loin. Oui, mais on peut pas. Nicolas Sarkozy ne peut pas nous faire de nouveau le coup de 2007 où il n'était pas comptable du bilan de Jacques Chirac. Là, c'est son propre bilan. Il ne peut pas faire Nicolas Sarkozy candidat en rupture totale avec Nicolas Sarkozy président. Venons-en à la crise et le moteur franco-allemand. Et le moteur franco-allemand. Moi, j'étais il y a quelques temps, Angela Merkel disait, par exemple, sur l'industrie, l'Allemagne sera le pays pionnier dans le monde sur les énergies renouvelables. Il y a quelques mois, Barack Obama disait « L'économie qui dominera le XXIe siècle, c'est l'économie qui fera le choix des économies propres ». Et vous avez Nicolas Sarkozy qui arrive avec Charles de Gaulle, immense président, incontestablement, le général, mais qui ne connaissait pas Internet, ne connaissait pas le téléphone portable, était dans l'histoire du charbon, et quand même, en 2011, faire référence à Charles de Gaulle pour donner une vision de l'industrie pour la France, c'est quand même la France du Minitel, c'est la France du Concorde. Il faut quand même faire un peu attention. Et donc, le couple franco-allemand, doit être aujourd'hui un couple qui doit se repositionner dans l'Europe. La contradiction fondamentale qu'a Nicolas Sarkozy et qu'a Angela Merkel aujourd'hui sur leur discours sur l'Europe, c'est qu'ils disent il faut plus de responsabilité. Là-dessus, on est d'accord. Si on veut faire plus d'Europe, mutualiser les dettes et qu'il y ait plus de solidarité, il faut plus de responsabilité, on en est d'accord. Mais passer uniquement, et c'est ce qu'ils proposent tous les deux, par l'intergouvernementalité, qui aujourd'hui se résume au dialogue franco-allemand. Ça veut dire oublier les autres pays européens. Oublier les autres pays européens, oublier toutes les autres institutions européennes et être aujourd'hui dans une impasse parce que finalement, ce que voudrait Nicolas Sarkozy, c'est renforcer par exemple plus de pouvoir à la BCE pour que la BCE ce que ne veut pas Angela Merkel. Ce que ne veut pas. Donc on se retrouve dans une impasse où finalement c'est Angela Merkel qui décide qu'il y ait simplement plus d'austérité et plus de contrôle, sans plus de solidarité, sans plus de perspectives en matière d'économie, de relance de l'économie, et sans plus de démocratie. Et c'est pour ça que leur système ne tient pas. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy... La perte de souveraineté de la France, par exemple, vous le député européen, il va falloir que les budgets soient soumis à Bruxelles. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? On peut être d'accord sur l'idée, ce n'est pas une perte de souveraineté. Aujourd'hui, une Europe fédérale, ça serait une taxe sur les transactions financières, un vrai budget européen, ce serait la fin de la concurrence fiscale au niveau européen, ce serait une meilleure défense du modèle social, ça serait une meilleure défense d'un modèle industriel. Donc, ce n'est pas une perte de souveraineté, c'est comment regagner, grâce à l'Europe, de la souveraineté, notamment face au marché. Mais à partir du moment où vous ne mettez pas clairement sur la table, par exemple au Conseil du 9 décembre, l'idée de réformer les traités, d'avoir un débat avec le Parlement européen sur la réforme de ces traités. Encore une fois, ça doit comporter de la responsabilité face au déficit, ça doit comporter de la solidarité, donc plus d'Europe, mais ça doit surtout comporter une perspective et de la démocratie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas un commissaire européen qui doit dire si le budget français est bon ou n'est pas bon. Ça doit être le Parlement européen qui contrôle la Commission, ça doit être les parlements nationaux qui contrôlent les États. Si vous n'avez pas cet équilibre entre responsabilité, solidarité, démocratie, ça ne marchera pas. Les peuples seront contre et vous aurez n'importe quel discours de Marine Le Pen à Arnaud Montebourg, traitant bientôt les réunions du Conseil européen comme de Munich, et je ne sais pas lequel, sur l'échiquier politique, commencera à parler de l'Allemagne et du Troisième Reich, ce sera absolument affligeant. Voilà, très rapidement, justement, une réaction peut-être à ce qu'a dit Arnaud Montebourg, qui parle de la résurgence d'un nationalisme allemand. Je trouve ça affligeant. Honnêtement, je trouve que la gauche ne doit pas tomber dans ce piège-là. On a un problème avec l'Allemagne. La position de la coalition menée par Angela Merkel ne va pas dans notre sens, mais l'enjeu n'est pas de taper à bras raccourcis sur l'Allemagne en faisant renaître des fantasmes d'une Allemagne hégémonique et potentiellement dure à l'égard de la France. Il faut surtout reconstruire de la démocratie. Il faut sortir du couple franco-allemand aujourd'hui qui est dans une impasse. Il faut remettre le Parlement européen, les parlements nationaux et puis surtout faire une relance européenne qui donnera de l'emploi et du pouvoir d'achat aux Français. L'un des thèmes de campagne de 2012. Merci beaucoup Yannick Jadot. Merci d'avoir été notre invité. Merci Aude. Et on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Même lieu, même heure.